Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce réupload du petit exo de code numéro 75. Réupload parce que, tout simplement, dans ma vidéo originale, je n'avais pas vraiment terminé la résolution de l'exercice. Donc on rectifie le tir, on revient dessus, on va faire la résolution jusqu'au bout, et puis on pourra également discuter d'autres points ensemble. L'énoncé de l'exercice est le suivant. Nous avons à déterminer les fonctions qui vont de R vers R, dérivables, et qui vérifient ce type de relation. Donc cet exercice est tout à fait faisable en première année de classe préparatoire, et ce type de relation laisse à penser une résolution d'équations différentielles. Ça, normalement, on le voit assez bien. Mais par contre, ce qui doit être assez perturbant, c'est que d'un côté, on est en train d'évaluer f' en x, et de l'autre côté, on évalue f en moins x. Et ça, c'est assez perturbant si on n'a jamais vu ça auparavant. Donc maintenant, la question qui se pose, c'est comment on peut faire pour obtenir peut-être une autre résolution en lien avec des dérivés, donc une autre relation faisant penser encore une fois à une équation différentielle, mais en se débarrassant de cette évaluation qui se fait en moins x, et essayer de la ramener à une évaluation en x. Donc voilà, c'est essentiellement la question qui se pose autour de cet exercice, et donc je vais vous inviter à faire une petite pause sur la vidéo pour essayer de résoudre cet exercice, essayer de voir comment vous pouvez faire pour vous débarrasser de cette question de moins x qui nous embête, juste par vous-même, avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok, on est parti. Alors la résolution que je vais vous proposer, c'est pas la seule qui fonctionne, on en parlera à la fin, une fois que j'aurai donné cette première résolution, mais la résolution que j'aimerais vous proposer, c'est en utilisant une propriété essentielle sur les fonctions qui vont de R vers R, une propriété qu'on voit en tout début de première année de classe préparatoire. C'est la propriété suivante. Pour toute fonction, disons phi, qui va de R vers R, il existe un unique couple de fonctions Pi tel que, donc c'est un couple d'ailleurs, tel que, eh bien, phi s'écrit P plus I, P est pair, et I est impair. Et j'insiste bien sur le fait qu'il existe et que le couple est unique. D'accord ? Donc ça, c'est une des premières propriétés qu'on apprend en classe préparatoire, en première année de classe préparatoire. Et c'est vrai qu'on n'utilise pas forcément très souvent cette propriété. En tout cas, ça peut arriver à quelques endroits dans le cours qu'on parle de fonction paire, fonction impaire pour évoquer des sous-espaces vectoriels, par exemple. Mais c'est vrai que dans le cadre d'exercices, ça arrive peu souvent. Et là, c'est le type d'exercice dans lequel on peut utiliser cette question de décomposition paire-impair pour s'en sortir et essayer donc de se débarrasser de ce moins x. Ok. Alors, je rappelle d'ailleurs que les fonctions PI s'écrivent en fonction de phi. Et donc, pour rappel, P de x s'écrit phi de x plus phi de moins x sur 2. Et I de x s'écrit phi de x moins phi de moins x sur 2. Et donc, si phi est dérivable, c'est assez évident de se rendre compte que PI vont l'être aussi. Okay, parce que si phi est dérivable, je pense que c'est assez clair, par addition, par soustraction de la fonction phi, évaluée certes à des endroits différents, mais c'est encore des transformations affines qui se trouvent dans l'évaluation de nos fonctions phi. Les fonctions affines, c'est dérivable, et clairement, et puis si phi est dérivable, ok, composition de deux fonctions dérivables, c'est dérivable. Ok ? Donc voilà, donc pas de problème, si phi est dérivable, alors PI le sont. Je pense que c'est assez clair de le voir. Donc je vais utiliser cette question de décomposition de paire impair, et je vais l'utiliser d'abord pour f, puis ensuite je vais réécrire la relation qu'on a ici, en essayant de décomposer ce qui va être la partie paire et la partie impair. D'accord, donc on est parti, je vais noter donc, écrivons f comme étant une fonction paire plus une fonction impair. Ok, avec P et I, donc avec P pair, I impair. En faisant ça, on peut écrire la relation qu'on a ici de la manière suivante.
La dérivée de f, c'est tout simplement la dérivée de p plus la dérivée de i. Hein, donc on va avoir p' de x plus i' de x d'un côté. Et de l'autre côté, on va avoir 2 fois p de moins x plus 2 fois... Oups, j'ai mis une parenthèse que j'aurais peut-être pas dû, mais c'est pas grave. Donc 2 fois i de moins x, et puis plus x. Et puis j'utilise le fait que les fonctions soient paires et impaires respectivement pour p et i, et je vais obtenir 2 fois p de x moins 2 fois i de x plus x. Et maintenant, si je rassemble un petit peu ce qui est pair et impair de ce côté-là, je pense que c'est assez simple de voir qu'est-ce qui se passe. La partie paire, ça va être le 2 fois p de x, et la partie impaire, ça va être le moins 2 i de x plus x. D'accord? Donc la partie qui est ici, c'est impair, et la partie qui est ici, elle est paire. Mais attention! Qu'est-ce qui va être la partie paire et la partie impaire de ce que nous avons à gauche? Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser comme ça, P' est impair. Donc la dérivée d'une fonction paire est une fonction impaire. Et la dérivée d'une fonction impaire est une fonction paire. Alors pour le justifier rapidement, voilà comment on peut faire. Je vais le faire ici. Eh bien, si je pars de i de moins x, par exemple, je vais juste montrer par exemple que la dérivée d'une fonction impaire, c'est bien une fonction paire. Si je veux dériver ce truc-là, hein, donc je l'écris de manière moche, hein, juste pour que ce soit clair. Donc si je dérive ce truc-là, je peux le dériver de deux manières. Soit dire que i de moins x, c'est la même chose que moins i de x. Et en faisant ça, par linéarité, j'obtiens moins i' de x. Mais une autre manière, c'est de dériver en faisant une dérivée de composition. Et quand je dérive une composition, je dois donc dériver ce qui se passe à l'intérieur, ce qui va donner le moins 1, puisque dériver de moins x, ça fait moins 1, fois ensuite la dérivée de i que je calcule au même endroit, donc en moins x. Donc voilà une autre façon de calculer en utilisant les dérivées de composition, et on se rend compte que cela signifie que i' de moins x est bien égal à i' de x. Donc ça veut dire que i' est bien une fonction paire. Et on peut faire la même chose pour montrer que la dérivée donc d'une fonction paire est une fonction impaire. Bien, maintenant que j'ai dit ça, cela va nous donner alors, grâce au fait que la décomposition paire-impaire est unique, ça va nous donner un système d'équations différentielles. Le système est donc le suivant. On va avoir que la partie impaire P' de x, c'est égal à, disons, moins 2i de x plus x. Et la partie paire, j'ai i' de x qui doit être égal à 2 fois p de x. Bon, vous le sentez venir, peut-être. Quand on voit ce genre de système, normalement ce qui semblerait naturel, c'est de se lancer à dériver une deuxième fois la relation. Chose qu'on a le droit de faire, surtout avec les relations que je viens de décrire, puisque cela, comme on savait que f, de toute façon, on pouvait le faire en justifiant sur f, hein. On pouvait se rendre compte que f était infiniment dérivable. Donc rien ne nous empêchait de dériver autant de fois qu'on veut f, et donc en l'occurrence de dériver par exemple 2 fois. Donc là, si f est autant de fois dérivable que l'on souhaite, p et i le sont aussi. Et là, ce que je vais faire, c'est juste que je vais dériver 2 fois, et ceci me donnera une relation sur i et sur p, qui vont être distinctes. Donc, si je m'amuse à dériver une nouvelle fois la relation en haut, je vais obtenir p seconde de x, qui va être égal à, juste en suivant la formule, j'ai moins 2i' de x plus 1, et i' de x, je sais que c'est 2 fois p de x, donc je remplace, ça va faire moins 4 p de x plus 1. Et voilà, j'ai une équation différentielle du second ordre, à coefficient constant, on est plutôt content. Et puis maintenant, si je fais la même chose pour i', donc j'ai i seconde de x qui est égal à 2 fois p' de x, et ceci est égal alors à, donc si je fais pas de bêtises, moins 4 i de x, donc je remplace p' par ça, plus 2x. Et voilà, on a gagné, on a donc deux équations différentielles du second ordre à coefficient constant, donc là c'est une résolution classique, hein. On se rend compte que de manière générale il faut résoudre l'équation différentielle qui serait la suivante, phi seconde, donc si je fais pas de bêtises c'est ça, phi seconde plus 4 phi égale 0, hein, donc on fait la résolution de l'équation homogène suivante.
Cette résolution va nous donner phi de x qui va être égal à a cosinus de 2x plus b sinus de 2x. Hein, j'applique les formules, hein, c'est pas très difficile, hein, on utilise l'équation cartésienne. Enfin, c'est pas caractéristique, pardon, c'est pas cartésienne. Donc j'utilise l'équation caractéristique qui est la suivante. On voit que les deux solutions sont des solutions complexes hein, qui sont plus ou moins 2i. Et maintenant qu'on a ça, bah, on doit faire la partie réelle de ce truc-là en exponentielle fois x, et puis fois ensuite cosinus de la partie imaginaire fois x et sinus de la partie imaginaire fois x. Donc on se retrouve avec ce type de solution, une équation du second ordre, linéaire. Et puis après, il faut trouver une solution évidente pour chacune des deux équations. On peut se rendre compte que comme on doit faire un lien entre i et i seconde, ou entre p et p seconde, que en fait une solution évidente qu'on peut trouver, c'est directement une solution constante ou une solution qui est de la forme d'un polynôme de degré 1. Donc ça va très vite de se rendre compte de ça. Hein. Hop. J'efface encore un peu. Hop. Très bien, donc une solution évidente, c'est à chaque fois une fonction affine. Hein. Donc par exemple pour la première, bon, j'aimerais juste une solution constante. Hein. Je pense que c'est assez simple de voir qu'il suffit d'une fonction constante pour ça. Donc on va avoir alors 4 fois une constante qui doit être égale à 1. Hein. Ça équivaut à dire que C est égal à 1 quart. Ok. Donc ça veut dire qu'une solution qui marche pour P, c'est juste ça, hein, ce que je viens de dire là. Oui, pour P, ouais. Donc ça veut dire que P de x peut s'écrire A fois cosinus 2x plus B fois sinus 2x plus 1 quart. Et puis pour I de x, c'est assez simple aussi de voir qu'un polynôme de degré 1 suffit. Et donc bah, même plus précisément, on peut trouver un truc en x qui marche, et un truc en x qui marche, c'est 1/2 de x. Hein. On peut se rendre compte qu'un demi de x, ça fonctionne. Donc i de x, ça va être c fois cosinus de 2x plus d fois sinus de 2x plus 1/2 de x. Bon, il me reste juste un truc que je n'ai pas encore réellement utilisé. En tout cas, avant vraiment de faire la synthèse, parce que bon, c'est vrai que je devrais commencer même un petit peu à faire une synthèse. Hein. Pour l'instant, j'ai fait de l'analyse, mais je suis pas très loin de commencer à faire une synthèse, parce que bon, il y a déjà une chose que je dois utiliser, c'est le fait que la fonction P doit être une fonction paire, et la fonction I doit être une fonction impaire. Donc si P est une fonction paire, ouais, qu'on soit bien d'accord, la constante que j'ai mis là, c'est pas la même que celle-là. Hein. J'ai juste dit que je cherchais une solution constante pour l'équation ici. Hein. Donc qu'on soit bien d'accord, là c'est juste une solution particulière. Donc c'est pas le même C, hein. Je sais pas, je vais l'appeler C' exprès, ok. Donc je disais, cette partie-là, ça doit être une fonction paire, cette partie-là, ça doit être une fonction impaire. Donc là, bah, si on regarde ici la fonction paire, bah, ça veut dire que la partie sinus doit disparaître. B égale 0. Et puis ici, I est une fonction impaire, donc ça veut dire que la partie en cosinus doit disparaître. C égale 0. Ok, donc comme P est paire et que I est impair, on a B égale C égale 0. Ça, c'est la première chose qu'il faut remarquer. Et puis, bah, cela permet de conclure déjà une forme de la fonction f qui peut fonctionner. Face. Et donc, f s'écrit comme somme de P et de I avec cette condition que B et C sont nuls. Donc, ça veut dire qu'on a A cosinus de 2x plus, donc si je fais pas de bêtises, D fois sinus de 2x, puis ensuite plus 1/2 de x plus 1 quart. Donc voilà ce que j'obtiens comme solution. Mais est-ce que j'en ai fini pour autant? La réponse est non. Et c'est ça qui s'est produit dans la vidéo originale. La résolution, je m'étais arrêté ici. En fait, il fallait continuer la synthèse, puisque bon, bah, on n'a pas encore vérifié est-ce que la fonction f que j'ai là vérifie ce type de condition. Parce que pour l'instant, avec l'analyse, on voit que la fonction qu'on doit obtenir doit être de cette forme,
mais peut-être qu'on peut trouver une condition entre A et D. Et pour certains qui ont l'habitude de manipuler les équations différentielles, voir une équation différentielle du premier ordre devrait vous indiquer que normalement les solutions que je dois trouver doivent dépendre que d'un seul paramètre et non de deux paramètres, puisque ici j'ai deux paramètres a priori, A et D, qui sont des réels. Donc on s'attendrait à ce que si je remplace la fonction que je viens d'obtenir dans la relation, à obtenir une relation entre A et D. Et c'est exactement ce qui va se produire. Donc si je dérive cette fonction, donc je vais tout simplement utiliser la relation et remplacer. Donc si je dérive cette fonction, qu'est-ce que j'obtiens? Donc dériver cette fonction, ça va me donner moins A, moins 2A d'ailleurs, cosinus de 2x. Pas cosinus d'ailleurs, c'est sinus. Donc on fait attention, c'est des dérivés de composition et dérivés de cosinus, c'est moins sinus. Donc j'ai ça. Puis ensuite ici je vais avoir 2 fois d cosinus de 2x. Ok. Et puis là en dérivant j'obtiens juste 1 demi. Donc plus 1 demi. Bien ça doit être égal à. Alors on fait bien attention. 2 fois moins x. Donc ça veut dire qu'il faut que je remplace les x par moins x. Donc, et multiplié par 2. Donc je vais avoir 2a cos 2x. C'est ça, plus 2d, et là c'est plus un 2, c'est plus un plus, c'est un moins, parce que j'utilise le fait que la fonction est impaire, donc sinus de 2 fois moins x deviendra moins sinus de 2x, donc j'ai sinus de 2x, très bien. Puis ensuite, il faut que je multiplie par 2, qu'on ne fasse pas de bêtises, donc je multiplie par 2 ce truc-là, donc plus... Et alors, encore une fois, j'utilise le fait que c'est impair, donc il y a un moins x du coup, et puis plus 1 demi, ça marche, et le tout plus x. Donc là, ce que j'ai écrit ici, c'est 2 fois f de moins x, qu'on soit bien d'accord, et ce que j'ai écrit ici, c'était f' de x. D'accord ? Bon, puis on voit que si on veut faire coïncider les choses, bon déjà le moins x avec le plus x, on est content, ça disparaît très bien. La partie avec 1 demi, ça marche, ok. Et puis maintenant, si je regarde de plus près ce qui se passe pour sinus et cosinus, on voit que A doit être égal à D. Si on regarde ce qui se passe pour la partie réelle et partie imaginaire, c'est pas ça que je veux dire, pour la partie paire et la partie impaire plutôt. Donc si je regarde la partie impaire, je vois que 2 fois D, donc moins 2 fois D fois sinus 2x, doit être égal à moins 2A sinus 2x. Donc ça signifie que A doit être égal à D. Et ça marche également pour les cosinus. Donc on voit que pour que l'égalité tienne, il suffit que A soit égal à D. Et donc c'était quelque chose à laquelle on pouvait s'attendre, puisque comme je l'ai dit au début, on avait une équation du premier ordre, donc on devait s'attendre à ce que les solutions de cette équation différentielle du premier ordre dépendent que d'un seul paramètre, et pas de plusieurs paramètres, comme là, ça laissait sous-entendre. Donc la conclusion de tout ça, c'est qu'en fait, les solutions, donc les fonctions f qui vérifient ce que l'on souhaite, s'écrivent de la manière suivante. F de x égale grand A fois cosinus de 2x plus sinus de 2x. Donc, je peux mettre un grand A en facteur, plus 1 demi de x plus 1 quart. Et voilà donc les solutions de l'équation différentielle et donc toutes les fonctions qui vérifient la condition qu'on veut. Donc avec A un réel. Et ceci permet donc de conclure l'exercice. Bien, alors parmi les commentaires qui ont été donnés dans la vidéo originale, il y en a quelques-uns parmi vous, des petits malins qui se sont dit bah oui, on avait le droit de dériver plusieurs fois la fonction, pourquoi ne pas le faire dès le début? Vous n'avez pas tort, en effet, on aurait pu, au lieu de passer par la décomposition de paire impair, se dire bah ok, pour se débarrasser du moins x, le fait de remplacer x par moins x, c'est une involution, donc moins fois moins plus, si vous préférez. Et donc, en dérivant 2 fois, on devait pouvoir s'en sortir. La seule chose qu'il fallait justifier, c'est le fait que f soit bien dérivable 2 fois. Bon, là, c'est assez clair, comme f' s'écrit de cette manière-là, on peut se rendre compte que cette partie-là, c'est bien une fonction dérivable, puisque f l'est, x l'est, tout va bien. Donc, c'est pas très difficile de vérifier, comme je l'ai dit, que f était 2 fois dérivable. Et donc, si je fais ça, on a f seconde de x qui s'écrit, alors attention, là, ici, je fais une dérivée de composition, donc il ne faut pas tomber dans le piège. Donc là, je vais avoir moins
2 fois f' de moins x plus 1. Et puis ensuite, le f' de moins x, je le remplace par cette relation, mais en remplaçant x par moins x du coup. Donc ça va me donner moins 4 fois f de x. Et puis ensuite, je vais avoir... donc il ne faut pas faire de bêtises. Alors normalement, je dois mettre moins x. Ouais, je vais peut-être le faire avec une petite étape juste pour être sûr de ne pas faire d'erreur de calcul. Hein. Donc 2 fois 2f de x. Et là, je dois mettre un moins x normalement. Donc là, normalement, je mets moins x. Voilà, c'est ça. Donc plus 1. Et donc voilà, comme ça, je ne fais pas d'erreur de signe. Je suis sûr de ne pas faire de faute. Donc plus 2x plus 1. Et on reconnaît ce qu'on a obtenu pour la partie paire et la partie impaire au passage. Et donc voilà, là on a une équation encore une fois du second ordre linéaire. Et donc très bien, on peut encore une fois utiliser les méthodes classiques pour résoudre ces choses-là. Équation caractéristique, écrire les solutions homogènes, puis déterminer une solution particulière en remarquant que voilà, une solution polynomiale suffit, donc voilà, ça va tout seul. Mais ce que j'aimerais vous faire remarquer, c'est que cette méthode de décomposition paire-impaire, c'est pas inutile d'avoir ça en tête. Parce que on pourrait très bien avoir affaire à d'autres équations différentielles, un peu de ce style-là, qui finalement ne peuvent pas se résoudre aussi facilement que celui-ci. Imaginons un instant que l'équation que je vous avais donnée, c'était plutôt f seconde de x est égal à 2 fois f de moins x plus x. Imaginons un instant que l'équation différentielle que je vous avais donnée, c'était plutôt celle-ci. Vous m'auriez dit, ok, on peut dériver 2 fois, mais du coup, vous allez vous retrouver avec une équation différentielle qui sort un petit peu du programme. On se retrouve avec une fonction f qu'on va dériver 4 fois, qui va être égale à quelque chose en fonction de f. Si vous avez un petit pressentiment de ce qui va se passer, c'est-à-dire que si vous sentez qu'il y a une question d'équation caractéristique, oui, pardon, c'est pas encore une fois... oui, c'est ça, c'est caractéristique, bien sûr. Donc, je sais pas pourquoi, dans ma tête, j'ai cartésienne et caractéristique qui veulent se remplacer l'un l'autre, ça marche pas, hein, mais bon, bref. Donc oui, équation caractéristique, si vous pensez que le type de résolution marche de la même manière, pourquoi pas. Mais si je veux rester dans une résolution qui marche pour les années de prépa, et bien là, la décomposition paire-impaire est très très utile, puisque là, ici, la décomposition paire-impaire, elle va vraiment toute seule. La dérivée 2 fois d'une fonction paire, c'est une fonction paire. La dérivée 2 fois d'une fonction impaire, c'est une fonction impaire. Et par conséquent, on va pouvoir écrire la chose suivante, p seconde de x, et on va voir que ça va être égal à, donc si je ne fais pas de bêtises, 2 fois p de x plus, pas plus x, il n'y a rien. Et puis on aura i seconde de x qui va être égal à moins 2 fois i de x plus x. Et là on se retrouve gratuitement, sans forcément passer par une équation du 4e ordre, on se retrouve gratuitement avec des équations du second ordre à coefficients constants qui sont tout à fait dans le cadre du programme de classe prépa. Donc il n'y a aucun problème, on peut quand même résoudre l'équation. Et là, vraiment, il n'y a pas de difficulté particulière. Tout à l'heure, il y en avait une, parce que quand on dérive une fois une fonction paire, ça devient une fonction impaire, donc ça change la parité de dériver. Mais là, quand on dérive 2 fois, on ne change rien. Donc là, on a vraiment un gros avantage de passer par la décomposition paire-impaire. Okay, et c'est en cela que c'est pas inutile. Et d'ailleurs, il peut y avoir d'autres équations différentielles qui s'écrivent un petit peu différemment. Imaginons à la place de moins x, j'aurais mis 2 moins x. Eh bien, j'aurais pu faire intervenir une décomposition qui est plus ou moins analogue à la décomposition paire-impaire. J'aurais pu dire, ok, j'ai des fonctions qui vont être symétriques par rapport à 1. Et donc par rapport à x égale 1, donc quand je dis 1, c'est par rapport à la droite x égale 1, et j'en ai d'autres qui vont être symétriques par rapport au point de coordonnées 0, 1. D'accord? Parce que pour que f de 2x, si vous cherchez les fonctions telles que f de 2x est égal à f de x, et ça veut dire que ce sont des fonctions qui sont paires, mais décalées, hein, donc c'est-à-dire que ce n'est pas des fonctions paires comme d'habitude, c'est des fonctions paires, c'est des fonctions qui vont être symétriques, hein, qui vont avoir une courbe qui est stable par symétrie par rapport à la droite x égale 1. Donc on pourrait s'amuser à décomposer, juste au lieu de le faire en 0, on peut très bien le faire à un autre endroit.
rien n'aurait empêché de changer l'équation en 2 moins x, d'accord, hein, donc c'est ce que... Et du coup, utiliser la décomposition entre guillemets pair-impair, mais décalée. Le faire en 1. C'est pas impossible non plus. Bref, et je suppose qu'il existe d'autres variantes d'équations différentielles dans lesquelles on peut s'amuser à utiliser des décompositions du même genre. Donc voilà, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire, en plus de certains compléments qui ont été donnés dans les différents commentaires qui étaient donnés notamment dans la vidéo originale. Donc j'espère avoir été assez clair dans cette résolution, et cette fois-ci je l'ai mené jusqu'au bout en mettant bien en avant que les coefficients dans cos et sin sont égaux. Et puis voilà, je pense qu'on est bon là, pas trop de problèmes. Donc comme d'habitude, je pense avoir terminé avec cet exercice. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. N'hésitez pas non plus à... oui, là, ici, c'est pour me soutenir. Ici, ce sera pour vous abonner, comme d'habitude. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour avoir les dernières news de la chaîne. Et de nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!